La suite de Macron, les derniers décrets de Bruno Le Maire et Orban qui va voir tous les chefs d'État de la planète, c'est le sommaire de votre dernière actu réfractaire de la semaine. Donc profitez-en pour vous abonner, je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, question simple, qui sont les prétendants à la suite d'Emmanuel Macron? Pour le bloc central, évidemment, il y a 4 candidats. Tu as Darmanin, Le Maire, Attal et Édouard Philippe. Commençons par Darmanin. Il y a quelques jours, il voulait devenir le président du groupe macroniste à l'Assemblée. Sauf qu'il s'est fait dégager en cause son manque de soutien et le fait d'avoir fermé la porte à une coalition avec les écolos. Il devrait donc suivre le pas d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, chef du parti Horizon, qui prépare une scission vers la droite de la Macronie, en récupérant notamment les Républicains qui est son ancien parti. Lui, il est très présent dans les médias, c'est un peu le gars qui a le vent en poupe dans la Macronie. Enfin, il y en a un autre qui s'est démarqué, c'est Gabriel Attal. L'actuel Premier ministre devrait être élu bientôt comme président du groupe parlementaire macroniste. Il a sauvé le mandat de nombreux de ses collègues en appuyant le barrage républicain pendant les élections, en appelant à voter LFI contre le Rassemblement national. Il tient donc une ligne macroniste plus proche du Parti socialiste. Et évidemment, il reste notre Bruno national, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie en suspens, qui n'a absolument aucun parti et qui n'a pas été favorisé lors de la dissolution. Il n'y a qu'à voir le fait qu'on ne le voit pas sur les plateaux télé. Voilà, c'est embêtant ça quand même. Lui, politiquement, il est sur la ligne d'Édouard Philippe, tu vois, mais il a quelques trains de retard par rapport à lui. D'ailleurs, le type, pour la petite histoire, il est toujours ministre de l'économie et du coup, il continue de décider des choses. Genre là, récemment, il a annoncé 5 milliards d'économies supplémentaires. Voilà, il n'a pas dit où, mais il va falloir trouver 5 milliards. Il a aussi signé un décret qui permet aux vignerons de faire travailler leurs ouvriers, mais 100 jours de repos. Voilà. Je veux dire, Bruno Le Maire, il fera du Bruno jusqu'à la fin. Bardella, maintenant pour le Rassemblement national, a annoncé qu'il censurait tout gouvernement du nouveau Front populaire. Le Pen avait affirmé, elle, censurer un gouvernement qui contient soit des écolos, soit des membres de la France insoumise. Darmanin a même dit qu'il pourrait travailler avec le Parti socialiste à condition qu'il rompe avec la France insoumise et leur programme délirant. Même si techniquement, ils ont le même programme. Donc en fait, ce qu'il propose au Parti socialiste, c'est juste de trahir le nouveau Front populaire contre quelques places au gouvernement. La pression monte donc sur la seule combinaison possible de gouvernement à l'avenir, c'est-à-dire une alliance entre le PS et les macronistes. Sauf que le PS, ils sont englués dans d'interminables négociations avec LFI. Ils sont en train de faire des longues réunions pour essayer de trouver un nom de Premier ministre qu'ils pourront ensuite proposer à Emmanuel Macron pour que Emmanuel Macron peut-être le désigne comme Premier ministre. Voilà, c'est ça l'idée. Et rien que pour s'entendre, c'est compliqué. Là, t'as les Insoumis qui ont quand même bon joueur à en proposer 4 candidats possibles, Mélenchon, Guettet, Bompard et Panot. Bref, 4 insoumis qui tiennent la ligne de la France insoumise et qui feront pas de compromis sur la ligne de la France insoumise. Voilà, c'est ça leur candidat, incroyable. Le PS, mené par Olivier Faure, eux, proposent un nom, Olivier Faure. Ce que les Insoumis, évidemment, refusent. Pourquoi? Parce que LFI sait que, en vrai, ils seront jamais Premier ministre, tu vois, et que s'ils font des jeux d'alliance pour peut-être espérer, c'est pas sûr, un poste au gouvernement, un poste éclaté, tu vois, ils risquent la censure et surtout d'être décrédibilisés, à devoir appliquer un programme au rabais alors qu'ils avaient promis autre chose. C'est possible donc que les Insoumis laissent durer la négociation et fassent monter la pression sur leurs concurrents du PS pour les pousser à aller se compromettre avec les macronistes. D'où le fait que les macronistes autodidactes de gauche se manifestent pour former de futures alliances avec le PS. Pour finir sur les législatives, les ex-insoumis dissidents ont eux décidé de créer un nouveau mouvement nommé l'Après, pour Association pour une République écologique et sociale. Ils ont présenté ça comme un nouvel outil pour le Front populaire, tu vois. Vraiment quelque chose de très nouveau qui n'était pas du tout prévu d'avance. C'est parce qu'en fait, ils ont été purgés, du coup, ils ont « Ah, Mélenchon, il est méchant », du coup, ils ont décidé de faire ça. Voilà. Leur parti, ils l'ont créé le 28 mai. 2024, donc c'est-à-dire bien avant les législatives et bien avant les européennes, donc bien avant les purges. Donc en fait, ils avaient déjà prévu de faire leur parti en dehors de la France insoumise et c'est pour ça que l'AFI les a dégagés. Dans l'international, aujourd'hui, on va parler de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui a pris la semaine dernière et pour les 6 prochains mois, la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Et dès le début de son mandat, le voilà qui rend visite à Zelensky, Poutine, Xi Jinping et à Trump, pour vous dire. Et du coup, on va vous raconter tout ça. Le lendemain de sa prise de fonction, Orban appelle à un cessez-le-feu en Ukraine. Le Premier ministre hongrois a suggéré dans une discussion avec Zelensky le 2 juillet de considérer la possibilité d'un cessez-le-feu rapidement qui serait limité dans le temps et qui permettrait d'accélérer les négociations de paix. Le gouvernement ukrainien, lui, refuse un cessez-le-feu sans un retrait total des forces russes de son territoire. Et l'État russe, lui, réclame que on lui cède 5 régions ukrainiennes et que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN en échange d'un cessez-le-feu. Et
après avoir visité Zelensky le jour 2 de son mandat européen, Orban il est parti voir Poutine vendredi dernier sans consulter le reste des membres de l'Union européenne, ce qui a fait un tollé médiatique. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, insiste sur le fait que Viktor Orban ne représente pas l'OTAN à ses rencontres, il ne représente que son propre pays. Mais Orban, il s'arrête pas, le gars, il est parti lundi ensuite en Chine. Il est parti pour avoir une conversation approfondie avec le président chinois Xi Jinping sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et ça, c'est d'après le quotidien singapourien Lian Zhaobao, quelque chose comme ça, un journal qui est très informé sur les arcanes du pouvoir chinois. La télé chinoise, elle, s'est réjouie de cette rencontre et de la signature d'un grand partenariat stratégique global en toute saison pour une nouvelle ère. Bon, qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle ère? En fait, c'est stipulé dans l'accord que l'État hongrois et chinois, ces deux parties-là, s'opposent fermement à la mentalité de guerre froide et à la confrontation des blocs. En fait, il y a un accord de fond géopolitique là-dessus sur la recherche d'un cessez-le-feu rapide et la fin des combats. Et après, ça a continué puisque Orban, il est parti voir Trump. Et ça, ce jeudi au sommet de l'OTAN qui s'est achevé à Washington. La déclaration finale de l'Alliance, qui fête ses 75 ans cette année, réaffirme son soutien inconditionnel à l'État ukrainien et promet de l'aider à suivre sa trajectoire irréversible vers l'intégration euro-atlantique pleine et entière, y compris vers l'adhésion à l'OTAN. Et Orban, qui a le sens du timing, ni une ni deux, il est allé en Floride juste à la fin du sommet pour parler d'une manière informelle de ce cessez-le-feu avec Donald Trump selon Bloomberg. Trump qui est, on le rappelle, le candidat favori pour les élections présidentielles qui vont arriver fin de cette année. Et évidemment, on va suivre les aventures de Orban à la présidence du Conseil européen, donc n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Et maintenant, on termine avec un point abonné. On va parler de la relaxe des 8 militants d'Extinction Rebellion qui, avec 300 autres, ont envahi l'usine Arkema pour dénoncer les polluants éternels, les PFAS. Un abonné anonyme nous a envoyé un article de Reporter. Les militants ont été relaxés alors que le parquet demandait 3 à 6 mois de prison pour préparation de violence ou de dégradation. Les juges ont estimé que ça portait atteinte à la liberté d'expression. En gros, le tribunal permet de dénoncer la pollution qui touche plus de 220 000 personnes dans la région, même si Arkema connaissait la toxicité de ces polluants éternels depuis 1997. Les autorités ont demandé à Arkema d'arrêter d'utiliser des PFAS d'ici fin 2024 et l'entreprise a installé donc des stations de filtration, mais des tests sanguins sur des employés montrent des niveaux de contamination énormes. L'abonné qui bosse dans une des entreprises allemandes utilisant ces polluants éternels dit que ces plastiques sont super performants, ils résistent à la chaleur, à la corrosion chimique et sont de bons isolants électriques. Et donc beaucoup de ces entreprises pourront avoir des exemptions, c'est-à-dire qu'ils pourront continuer à les utiliser malgré les dégâts sur la santé et les environnements. Et si toi aussi tu veux faire passer une information dans nos vidéos, tu as qu'à nous écrire sur actu@lecanardrefractaire.org. Il suffit d'un article, des photos ou des vidéos et de sourcer l'information et nous on fera tout le reste, l'écrire et tout pour vous présenter ça au mieux dans Actu Réfractaire. Allez, on termine là-dessus. Pensez à vous abonner pour ne pas louper nos prochaines Actu Réfractaires. Et du coup, prenez soin de vous et à lundi pour votre prochaine Actu Réfractaire.